Je voudrais commencer par évoquer un souvenir douloureux. Fin du printemps 2025, banlieue de Texas, petite ville de Baytown, État du Texas. Une maison mobile ordinaire, une femme seule, mère de 41 ans, et son fils de 11 ans. Tout semble normal, comme pour beaucoup de gens. Mais lorsque la police est venue effectuer un contrôle de bien-être, une terrible réalité a été mise au jour, conduisant à l'inculpation de la mère pour un crime grave. Ce jour-là, l'agent est entré dans la maison. D'après les documents, odeur de matière fécale, mouches, tout est recouvert de déchets séchés. La chambre de l'enfant ressemble à une cellule de désespoir scellée. L'enfant était un garçon de 11 ans, incapable de parler, diagnostiqué autiste. Il pesait environ 46 livres, soit environ 21 kg, alors qu'un enfant normal de cet âge pèse environ 40 kg ou plus. Il a été retrouvé couvert d'excréments séchés, sur le visage, les mains, sous les ongles. Dans la pièce où il se trouvait, la porte avait été retirée et remplacée par une porte grillagée afin que la mère puisse la verrouiller et enfermer l'enfant. Le matelas était sale, entouré d'excréments, des matières fécales étaient partout. Lorsque l'officier a dit à la mère que l'enfant devait être hospitalisé immédiatement, elle a répondu « Je ne peux pas tout laisser tomber et l'emmener à l'hôpital pour qu'un médecin me dise « Je ne sais pas ce qu'il a » et qu'on aille en voir un autre. » Les voisins, les proches et même la grand-mère du garçon ont raconté qu'il n'était jamais allé à l'école parce qu'il n'était pas propre, que sa mère l'enfermait parfois toute la journée sans nourriture ni eau, et qu'à leurs yeux, elle n'était pas une bonne mère. Voici ce que nous avons pu établir, et je vais essayer de tout raconter à la première personne, comme si nous dévoilions cette affaire étape par étape. Vous allez entendre des détails difficiles à accepter, mais importants. Ce sont précisément ces histoires qui permettent de comprendre à quel point la frontière entre l'attention familiale et la négligence criminelle est mince. Imaginez un matin dans cette maison. La mère est une femme de 41 ans. Son fils a 11 ans, il est autiste et ne parle pas. Il vit dans une chambre dont la porte a été retirée, remplacée par un écran et verrouillée. Bien qu'il vive officiellement sous son toit, il est en réalité reclus. Selon la grand-mère, elle ne pouvait pas entrer pour lui apporter de la nourriture ou de l'eau, car la porte était verrouillée et seule la mère ou son compagnon y avait accès. La mère affirmait que le garçon ne pouvait pas contrôler ses besoins, qu'il jetait ses excréments dans la chambre et même à l'extérieur. C'est précisément pour cette raison, selon elle, que la porte normale avait été retirée afin qu'elle puisse le voir. Mais la situation dépassait même ses explications. Lorsque la police est entrée, l'odeur était si forte que l'officier a failli vomir. Le corps de l'enfant portait des traces de manque d'hygiène, sur le visage, les mains, sous les ongles. Ses dents étaient pourries et abîmées à cause de la malnutrition et du manque de soins. Et son poids était de 46 livres, ce qui est peu pour un enfant de 11 ans. C'est un poids plutôt comparable à celui d'un enfant de 5 à 6 ans. Nous pouvons nous arrêter et nous demander « Comment en est-on arrivé là ?» Que s'est-il passé avant, lorsque la situation n'était pas encore un crime, mais simplement une difficulté? Car il est important de comprendre que les cas de ce type surviennent rarement de manière soudaine. Derrière eux se cache le temps, l'inaction, peut-être la peur, le désespoir. Les documents judiciaires montrent que le garçon n'est jamais allé à l'école, ou presque jamais, parce que, selon la famille, il n'était pas propre. Il pouvait se déshabiller et s'enfuir de la maison nue. Sa grand-mère a raconté que sa mère limitait ses déplacements en fermant sa chambre à clé. Elle disait qu'il s'enfuyait parfois. Mais les conditions dans lesquelles il se trouvait étaient bien pires qu'une simple restriction de liberté. Lorsque le garçon a été hospitalisé, les médecins ont posé des diagnostics graves, non seulement l'autisme, non seulement l'absence de fonction verbale, mais aussi une malnutrition sévère, des retards de développement importants,
des problèmes dentaires, des soupçons d'abus sexuels potentiels. Du moins, c'est ce qui est indiqué dans les documents. La mère a été arrêtée et accusée de savoir causer des blessures graves à son enfant. Elle a également été accusée de possession illégale de méthamphétamine, un délit sans rapport direct avec l'enfant, mais découvert lors de son arrestation. Sa caution a été fixée à 250 000 $. L'enfant a été placé sous tutelle, hors de chez lui, le système est intervenu, mais on peut se demander, pourquoi pas plus tôt? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'alerte? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention avant que la situation ne devienne critique? Revenons maintenant à la maison, aux détails qui restent si souvent hors champ. Une maison mobile, un quartier modeste, des voisins qui se connaissent peu, mais l'odeur et l'état de la maison n'ont certainement pas passé inaperçus. Les agents sont arrivés suite à un appel d'urgence. La raison de l'appel, une demande de vérification de l'état de l'enfant. C'est le signe que quelqu'un a tout de même donné l'alerte. Mais le système n'a apparemment pas fonctionné assez rapidement pour éviter l'accident. Lorsque l'officier est entré, il a vu la chambre du garçon avec une porte grillagée. Le matelas était sale, il y avait des traces d'excréments partout, même sur la poignée de la porte. Les excréments séchés recouvraient le sol et les murs. Le garçon lui-même n'était pas lavé régulièrement. Il n'avait aucune hygiène et son corps était recouvert de ses propres excréments. L'officier a décrit l'odeur comme presque nauséabonde. Une telle situation n'est pas simplement un manque de soins, c'est de la négligence qui vire à la cruauté. Une négligence qui cause de graves dommages physiques et, plus important encore, qui nuit au développement de l'individu, le privant de son enfance et de ses droits fondamentaux. Le poids de l'enfant était presque 2 fois inférieur à la normale. 46 livres contre environ 88 livres pour un enfant de son âge. Cela témoigne non seulement de la malnutrition, mais aussi d'un manque prolongé d'alimentation complète, de surveillance médicale et de soins normaux. Les maladies dentaires sont telles que les dents sont tellement abîmées que les médecins considèrent cela comme une conséquence de la malnutrition et de la négligence. De plus, des questions sur d'éventuels abus sexuels ont été posées dans le cadre du rapport d'hospitalisation. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que la mère elle-même a déclaré qu'elle ne pouvait pas tout laisser tomber et emmener son fils à l'hôpital, car le médecin dira de toute façon « je ne sais pas ce qu'il a ». Une telle déclaration témoigne soit d'un désespoir total, soit d'une négligence délibérée. Elle a refusé d'agir alors que l'état de l'enfant exigeait une aide immédiate. Ce n'est pas simplement de la passivité, c'est un refus actif de ses responsabilités. La grand-mère du garçon a raconté qu'elle ne pouvait souvent pas entrer dans la chambre pour donner à manger ou à boire à son fils, qu'il ne prenait pas régulièrement de bain, que sa mère ne faisait rien avec lui. Toute négligence prolongée devient un crime, parce que l'enfant dépendait des adultes, de sa mère, et il se trouvait dans un état de vulnérabilité, autisme, communication non verbale, incapacité à exprimer sa douleur, ses besoins, ses peurs. Il était totalement dépendant de sa mère ou du système. Passons maintenant aux conséquences juridiques. La mère a été inculpée pour avoir causé des blessures graves à son enfant. Elle a été arrêtée et une caution a été fixée. Elle a également été arrêtée pour possession de méthamphétamine, ce qui ajoute à la gravité du problème, négligence envers l'enfant et implication possible d'adultes dans des problèmes de drogue. L'enfant a été placé sous tutelle, hors de son domicile. Le système est intervenu, mais on peut se demander, pourquoi pas plus tôt? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de signaux? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention avant que la situation ne devienne critique? Il est important de noter que les cas où un enfant est autiste ou atteint d'un autre handicap sont particulièrement vulnérables. Les parents qui sont sous pression, sans aide, sans soutien, peuvent se retrouver dans une telle situation. Mais le système juridique et social doit protéger ces enfants. On voit ici comment tout s'est déroulé. La mère,
l'enfant autiste, l'isolement de l'enfant, l'absence de soins, puis l'intervention d'urgence de la police et l'hospitalisation. L'enfant autiste, qui ne parle pas, était privé de voix, privé de la possibilité de dire ce qui lui arrivait, et la mère qui n'a apparemment organisé aucune aide pour lui, ni éducative, ni médicale, ni sociale. Il est enfermé, isolé, privé de tout contact. Ce n'est pas seulement un problème quotidien, c'est une question de protection des droits de l'homme, de protection des enfants ayant des besoins particuliers. Que peut-on retenir de tout cela en tant que spectateur, en tant que société? Premièrement, un signal d'alarme, des enfants invisibles dans une maison, un espace fermé au monde extérieur, où les problèmes ne sont pas visibles de l'extérieur, où les voisins peuvent ignorer ce qui s'y passe. Deuxièmement, un système de soutien. Plus l'intervention est précoce, plus les chances sont grandes. Troisièmement, la responsabilité. La responsabilité des parents, mais aussi celle de la société, des voisins, des institutions, des écoles, des services médicaux. Lorsque nous pensons à une mère célibataire ou à un parent qui ne s'en sort pas, il y a souvent quelque chose de plus. Peut-être un manque de soutien, des problèmes de santé mentale, un manque de ressources. Mais lorsque la négligence dépasse les limites, lorsque l'enfant est privé de nourriture, d'hygiène, d'attention, cela devient un crime. Et la société ne peut fermer les yeux là-dessus. Cette histoire fait partie de celles après lesquelles il est difficile d'éteindre la vidéo et de continuer à vivre comme si de rien n'était. L'histoire d'un enfant qui a vécu ses 11 années dans le silence, l'isolement et la douleur, sans même pouvoir dire au monde qu'il avait besoin d'aide. Lorsque nous entendons parler de tels cas, il nous semble lointain, comme s'il se déroulait quelque part là-bas, dans une autre ville, avec d'autres personnes. Mais en réalité, ils sont plus proches qu'il n'y paraît. Parfois, les tragédies se déroulent juste derrière le mur, dans la maison voisine, dans notre rue. Et l'horreur, c'est que personne ne s'en aperçoit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chacun d'entre nous a l'habitude de penser que le mal, c'est toujours quelqu'un d'autre, une sorte de monstre dont on parle aux informations. Mais ici, le mal s'est incarné dans la mère, qui aurait dû être la seule personne à protéger et à soutenir son enfant. Au lieu d'amour, une porte fermée à clé. Au lieu d'attention, la faim. Au lieu de chaleur, le froid et la saleté. Comment cela est-il possible? Pourquoi certains parents en arrivent-ils à un point où la compassion et la responsabilité disparaissent? Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Mais une chose est claire, de tels cas ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une société qui ne voit pas toujours ou ne veut pas voir la souffrance des autres. Il est important de se rappeler que chaque enfant, en particulier ceux qui présentent des particularités de développement, a besoin d'une attention particulière. L'autisme ne rend pas un enfant moins digne d'amour, d'attention ou du droit à une vie normale. Au contraire, il exige plus d'implication, de patience et de compréhension. Mais c'est précisément là où des efforts et du soutien sont nécessaires que l'indifférence apparaît souvent. Dans cette histoire, le garçon a été enfermé parce qu'il était difficile. Mais les difficultés ne justifient pas la cruauté. En tant que société, nous devons cesser de fermer les yeux sur de telles excuses. Si un enfant souffre, ce n'est pas l'affaire de la famille, c'est l'affaire de nous tous. Il est triste de réaliser que tout aurait pu être différent. Si quelqu'un l'avait remarqué plus tôt, si la mère avait demandé de l'aide, si les services sociaux étaient intervenus à temps, si les voisins, sentant l'odeur ou entendant les bruits provenant de la maison, avaient appelé et signalé la situation. Parfois, un simple appel téléphonique peut sauver une vie. Mais dans cette histoire, le silence a régné trop longtemps. Et ce n'est que lorsque l'enfant s'est retrouvé au bord du gouffre, lorsque son poids a presque diminué de moitié, lorsque son corps s'est couvert de saleté et de maladies,
que le monde a enfin remarqué son existence. Cette histoire doit nous amener tous à réfléchir à notre propre rôle. Nous vivons à une époque où il est si facile de se laisser distraire. Les actualités, le travail, les réseaux sociaux, nos propres soucis. Mais dans ce flux incessant, nous ne devons pas perdre notre humanité. Si quelqu'un près de vous a besoin d'aide, si vous voyez qu'un enfant vit dans la misère, ne passez pas votre chemin. Ne pensez pas que cela ne vous concerne pas. Parfois, c'est justement l'indifférence qui devient complice du crime. Et peut-être qu'un jour, c'est justement votre attention qui sauvera la vie de quelqu'un. Pour les parents et les tuteurs, cette histoire est un rappel douloureux mais important. Élever un enfant n'est pas seulement un devoir, c'est aussi un travail difficile. Surtout si l'enfant a besoin de soins particuliers, s'il est malade ou handicapé. Personne ne naît parent parfait. Et demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. De nombreuses organisations, spécialistes et communautés sont prêts à vous soutenir, à vous former et à vous aider à trouver votre voie. Mais se refermer sur soi-même, s'isoler, faire semblant que tout est sous contrôle, c'est courir à la catastrophe. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il est important non seulement de compatir, mais aussi d'en tirer une leçon. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons influencer l'avenir. Parlez de ces histoires. Partagez-les pour que les autres sachent combien il est important d'intervenir à temps. Que cette histoire serve d'avertissement pour que cela ne se reproduise plus. Lorsque nous entendons parler d'enfants victimes de violences, nous nous sentons souvent impuissants. Il semble qu'une seule personne ne puisse rien changer. Mais en réalité, tout commence par un regard, une question, un appel téléphonique, par une simple implication. Et s'il y avait plus de personnes comme ça, il y aurait moins d'histoires comme celle-ci. Imaginez que ce garçon, si on lui avait donné une chance, aurait pu grandir, apprendre, se développer. Il aurait pu rire, jouer, regarder des dessins animés, profiter de la vie comme tous les enfants. Mais quelqu'un l'a privé de tout cela. Et maintenant, la société doit lui redonner une chance, même si c'est tard. Qu'il reçoive de l'aide, des soins, du soutien. Que son histoire serve d'exemple pour les systèmes qui doivent protéger ceux qui sont comme lui. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas indifférent. C'est déjà un premier pas. Mais je voudrais vous demander d'en faire un autre. Soutenez la chaîne. Aimez. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Ce n'est pas une simple formalité. Chacune de vos réactions nous aide à raconter davantage d'histoires comme celle-ci, à soulever des sujets importants, à les faire connaître à ceux qui, peut-être pour la première fois, se rendent compte qu'une tragédie peut se dérouler derrière des portes closes. Écrivez dans les commentaires ce que vous ressentez après avoir lu cette histoire. Croyez-vous que la société peut vraiment changer? Que de tels cas peuvent être évités? Partagez vos pensées, vos opinions, vos émotions. Vos mots peuvent inspirer d'autres personnes à être plus attentives, à ne pas passer à côté, à aider, à agir. Parfois, une seule discussion peut donner naissance à des dizaines de bonnes actions. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Ici, nous ne parlons pas seulement de crimes, nous parlons de la vie, du destin, de ce qui est important. Nous parlons de la frontière ténue entre l'attention et l'indifférence, entre le salut et la tragédie. Et si au moins une personne regarde le monde avec plus d'attention après avoir vu cette vidéo, si quelqu'un aide un enfant qui souffre, alors nous aurons raconté cette histoire pour quelque chose. Prenez soin de vos proches. Soyez attentifs à ceux qui vous entourent. Et n'oubliez pas, le mal ne se combat pas avec des paroles grandiloquentes, mais avec des gestes simples. Si vous voyez quelqu'un souffrir, ne détournez pas le regard. Appelez-le. Demandez-lui ce qu'il va. Proposez-lui votre aide. Que la bonté ne soit pas l'exception, mais la norme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Merci de ne pas être resté indifférent. Soutenez cette vidéo afin que davantage de personnes apprennent la vérité. Et peut-être que cela aidera à sauver la vie de quelqu'un à l'avenir. Abonnez-vous, écrivez un commentaire, dites ce que vous pensez, car chacun de vos mots contribue à lutter contre l'indifférence. Et parfois, un mot gentil peut faire beaucoup plus qu'il n'y paraît. Enfin, le plus important, n'oubliez pas que même dans l'histoire la plus terrible, il y a toujours de l'espoir. Ce garçon a survécu. Malgré tout ce qu'il a dû endurer, il a prouvé que l'esprit humain est capable de supporter même l'impossible. Il a maintenant un long chemin à parcourir pour se rétablir, physiquement et émotionnellement. Et même si ce chemin sera difficile, il a désormais à ses côtés des personnes qui veulent vraiment l'aider. Que sa vie devienne le symbole qu'il est possible de sortir de l'obscurité pour voir la lumière, si l'on est entouré de personnes qui ne restent pas indifférentes. Ensemble, faisons en sorte que de telles histoires ne se reproduisent plus jamais. Une froide matinée de décembre 2020 a changé à jamais la vie de la petite ville française de Cuzan. Tout a commencé tranquillement, comme la plupart des nuits d'hiver dans le sud de la France. Mais c'est précisément cette nuit-là qu'une femme de 33 ans, Delphine Jubillier, a disparu sans laisser de traces. Infirmière, mère de 2 enfants, aimée de ses collègues et voisins, elle a tout simplement disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'obscurité. Personne n'a entendu de cris, ni vu de personnes suspectes. Seul son mari, Cédric, a signalé à la police que sa femme était sortie dans la nuit pour promener le chien et n'était pas revenue. Cela semblait être une nouvelle histoire de malentendu domestique, mais avec le temps, il est devenu évident que la disparition de Delphine cachait quelque chose de bien plus sinistre. Les semaines suivantes ont été un cauchemar pour toute la France. Des bénévoles, des policiers et des cynophiles se sont rassemblés autour de la maison familiale à Cuzan. Ils ont cherché partout, dans les bois, dans les rivières, dans les fermes abandonnées. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel à l'aide. Seul le chien Delphine est revenu à la maison, désorienté, effrayé, comme s'il comprenait lui-même que sa maîtresse ne reviendrait plus. Mais aucune trace de la femme n'a été trouvée. Ni vêtements, ni téléphone, ni empreinte, rien. Au début, les soupçons pesant sur le mari semblaient trop évidents pour être vrais. Cédric Jubillard, plâtrier de profession, assurait à tout le monde que sa femme était partie seule au milieu de la nuit. Il a appelé la police, participé aux recherches, donné des interviews. Mais plus l'enquête avançait, plus les détails de son récit commençaient à ne plus coller. Il disait avoir entendu sa femme sortir promener le chien, alors que la nuit était glaciale et que le vent soufflait si fort qu'il aurait été étrange de sortir de chez soi sans raison. De plus, le téléphone de Delphine s'était tu juste après minuit. Pas un seul appel, pas un seul message. Les amis et collègues de Delphine se souvenaient que peu avant sa disparition, la femme était déprimée. Elle s'apprêtait à demander le divorce. Leur relation avec Cédric battait de l'aile depuis longtemps. Il était jaloux, en colère que sa femme consacre trop de temps à son travail et à ses enfants. La tension régnait dans leur maison et, selon les voisins, on entendait souvent des disputes ces derniers temps. Delphine disait à ses amis qu'elle ne se sentait plus en sécurité auprès de son mari. Elle rêvait de commencer une nouvelle vie, peut-être avec un autre homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Tout cela faisait de Cédric le principal suspect, même s'il n'y avait aucune preuve directe. La police a commencé à le surveiller. Ils ont remarqué qu'après la disparition de sa femme, il était rapidement devenu froid et distant. Au lieu de rechercher activement son épouse, il plaisantait plus souvent, discutait avec ses amis de nouvelles rencontres et disait même que tout irait bien. Son indifférence a intrigué les enquêteurs. De plus, des signes indiquant qu'une lutte avait pu avoir lieu pendant la nuit ont été trouvés dans la maison. Des objets éparpillés,
des draps froissés, des traces sur le sol. Mais aucune preuve biologique n'a pu être trouvée. Les mois passaient. La société exigeait des réponses. L'histoire de Delphine est devenue l'une des plus discutées en France. Son visage était omniprésent à la télévision, les recherches se poursuivaient, mais l'espoir s'évanouissait. La police a mené des enquêtes approfondies. Elle a vérifié les téléphones, les opérations bancaires, les messages. Il s'est avéré que Delphine avait effectivement l'intention de quitter son mari. Quelques semaines avant sa disparition, elle correspondait avec un autre homme, lui confiant ses craintes et ses projets d'avenir. Elle écrivait qu'elle craignait la réaction de Cédric s'il apprenait la vérité. Pour l'enquête, cela a constitué un élément clé. Lorsque Cédric a été arrêté en 2021, le pays s'est figé. Il a tout nié. Lors des interrogatoires, il s'est comporté de manière provocante, tantôt riant, tantôt accusant tout le monde autour de lui. Ses avocats ont insisté sur le fait que la police avait inventé un coupable sous la pression de l'opinion publique. Mais de plus en plus de preuves indirectes s'accumulaient contre lui. Son comportement le jour de la disparition, ses conversations étranges, les traces trouvées dans la voiture, sa tentative de se débarrasser de certaines affaires. Tout cela formait un tableau difficile à ignorer. Le procès a duré plusieurs années. Au début, l'affaire piétinait, car le corps de Delphine n'avait toujours pas été retrouvé. Sans corps, il est extrêmement difficile de prouver un meurtre. Cependant, le parquet a présenté une série d'expertises et de témoignages montrant que la disparition ne pouvait pas être volontaire. Delphine n'avait aucune raison de s'enfuir. Elle avait des enfants, un emploi stable, des projets d'avenir. Elle n'avait emporté ni papier, ni argent, ni vêtements. Tout indiquait que sa vie avait pris fin de manière soudaine. Les psychologues invités à témoigner devant le tribunal ont souligné que Cédric présentait les signes typiques d'un comportement de contrôle agressif. Il humiliait souvent sa femme, l'isolait de ses amis, surveillait ses messages. Au tribunal, les amis de Delphine ont témoigné, se souvenant qu'elle vivait littéralement dans la peur. Certaines ont raconté que peu avant sa disparition, elle avait dit « Si quelque chose m'arrive, sachez qui est responsable ». Lorsque le procès a commencé, la salle était bondée. Les médias ont couvert chaque journée d'audience. Les avocats de la défense ont insisté sur le fait que l'affaire reposait sur des conjectures et que l'accusation ne pouvait prouver le meurtre sans corps. Mais en 2025, près de 5 ans après la tragédie, le tribunal a rendu son verdict. Cédric Jubillier a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à 30 ans de prison. La décision du tribunal a bouleversé la société. Les gens ont applaudi, certains ont pleuré, car pour beaucoup, ce procès était devenu le symbole de la lutte pour la justice. Cédric a écouté le verdict sans émotion. Il continuait à clamer son innocence. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'il ferait appel. Mais la plupart des Français n'avaient aucun doute. C'était lui le coupable. Pour beaucoup, il était évident que seul l'homme qui vivait avec Delphine pouvait savoir comment la faire disparaître sans laisser de traces. La police n'a toujours pas retrouvé le corps, mais les experts estiment qu'il a soigneusement planifié son crime, se débarrassant de toutes les preuves. Au cours des années d'enquête, un grand nombre de spécialistes ont été impliqués dans l'affaire. Ils ont analysé les signaux téléphoniques, étudié les itinéraires, inspecté les plans d'eau, utilisé des drones et des caméras thermiques. L'un des experts a fait remarquer que Cédric, en tant que constructeur, savait parfaitement comment cacher un corps. Sa profession a pu jouer un rôle clé. Il comprenait la structure du sol, le béton, les moyens de dissimuler des traces. Certains pensent qu'il aurait pu enterrer le corps de sa femme sur le chantier où il travaillait à l'époque, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. L'histoire de Delphine Jubillier est devenue l'une des plus terrifiantes et mystérieuses de la France contemporaine. Elle a suscité un large écho dans l'opinion publique, car elle mêlait les thèmes de la violence domestique,
de la trahison et de la perte tragique. De nombreuses femmes ayant vécu des situations similaires y ont vu le reflet de leur propre souffrance. Après cette affaire, les discussions sur les lois relatives à la protection des victimes de conflits familiaux se sont intensifiées en France. Le verdict rendu contre Cédric a été un moment important non seulement pour la famille de Delphine, mais aussi pour tout le pays. Malgré l'absence du corps, le tribunal l'a reconnu coupable, ce qui est rare dans un quai où la justice a pu triompher dans des conditions d'incertitude. Les proches de Delphine ont exprimé leur gratitude aux enquêteurs qui n'ont pas abandonné après tant d'années. Sa mère a déclaré dans une interview « Nous n'avons pas retrouvé ma fille, mais nous avons découvert la vérité. » Ces mots ont résonné comme l'aboutissement d'une lutte de plusieurs années. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le mystère de la disparition de Delphine reste entier. Personne ne sait où se trouvent ses restes, ce qui s'est passé cette nuit fatidique et pourquoi l'homme avec qui elle a vécu tant d'années a décidé d'agir avec une telle cruauté. Mais son souvenir reste vivant. Ses amis et voisins organisent chaque année des commémorations et allument des bougies devant sa maison. Les gens viennent non seulement de Kewsan, mais aussi d'autres villes pour rendre hommage à cette femme dont le destin est devenu le symbole de la lutte contre la violence. Cette histoire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires, que les rues tranquilles des petites villes recèlent des secrets qui restent parfois cachés pendant des années, et que derrière les sourires et l'apparence de bien-être se cache parfois une peur et une douleur dont personne ne soupçonne l'existence. Le verdict rendu contre Cédric Jubillard n'est pas seulement la conclusion d'une affaire pénale. C'est un rappel que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. L'histoire de la disparition de Delphine Jubillard n'est pas simplement une affaire pénale de plus que l'on peut résumer en une ligne dans un bulletin d'information. C'est une tragédie qui a bouleversé tout un pays, montrant à quel point la violence peut s'infiltrer dans les familles les plus ordinaires et combien il est difficile de remarquer le malheur avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est arrivé à Delphine est devenu le reflet de la situation de milliers de personnes, femmes et hommes, qui vivent dans la peur, endurent, se taisent, espérant que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Mais cette histoire a prouvé que le silence devient parfois un verdict. Beaucoup de ceux qui ont suivi l'affaire ont espéré jusqu'au bout que Delphine était en vie. Chaque nouveau jour de recherche donnait un petit espoir. Peut-être se cachait-elle quelque part, peut-être avait-elle décidé de recommencer sa vie. Mais le temps a remis les choses à leur place. Et même si le corps n'a jamais été retrouvé, la vérité a fini par éclater au grand jour. Des années d'enquête, des centaines d'expertises, des dizaines d'interrogatoires, tout cela s'est assemblé en une terrible mosaïque qui a permis de comprendre que Delphine n'avait pas pu disparaître comme ça. La condamnation de Cédric Jubillard est devenue le symbole d'une justice qui faisait tant défaut. Car combien de fois les crimes sont-ils commis là où on s'y attend le moins, dans les maisons, derrière des portes closes, sous le couvert de l'amour et de la vie quotidienne. Cette affaire a montré que même sans corps, même sans preuve directe, il est possible d'obtenir la vérité si des personnes prêtes à se battre jusqu'au bout s'emparent de l'affaire. Le tribunal n'a pas seulement puni le coupable, il a envoyé un signal important à la société. La violence, même cachée, ne restera pas impunie. Pour la famille de Delphine, ce verdict a été un soulagement amer. Sa mère, épuisée par des années d'attente, a déclaré « Maintenant, au moins, je sais que la justice existe. Mais derrière cela se cache une douleur qui ne disparaîtra jamais. Car aucune décision de justice ne rendra Delphine à ses enfants, ni n'effacera le souvenir de la nuit où elle a disparu. Son petit garçon et sa petite fille grandissent sans leur mère, mais ils ont désormais la vérité et le souvenir d'une femme qui s'est battue jusqu'au bout pour son droit à être libre et heureuse. À y réfléchir, cette histoire révèle bien plus qu'un simple crime.
Elle reflète un problème dont on parle rarement ouvertement. La violence domestique commence souvent par des détails: contrôle, reproches, jalousie, restriction de l'espace personnel. Mais progressivement, elle se transforme en isolement, menace, peur. Delphine, comme beaucoup d'autres femmes, s'est retrouvée piégée dans une relation où l'amour a depuis longtemps cédé la place au pouvoir et à la méchanceté. Son destin est un avertissement à tous ceux qui ferment les yeux sur les signes avant-coureurs. Il est important d'en parler. Il est important de se rappeler qu'il existe des aides, que le silence n'est pas une solution. Cette histoire a donné lieu à un vaste débat public en France. Les politiciens, les défenseurs des droits humains et les journalistes ont commencé à parler de la nécessité de nouvelles lois, de la protection des victimes et de changements systémiques. Des campagnes visant à reconnaître les signes de violence ont été lancées dans les écoles et les hôpitaux. Inspirés par le courage de Delphine, même posthume, les gens ont commencé à partager leurs histoires. Mais la tragédie de la famille Jubillard n'est pas seulement une page de l'histoire. C'est une histoire qui doit être racontée encore et encore pour qu'elle ne se répète pas. Pour que chaque femme qui vit dans la peur sache qu'elle n'est pas seule. Pour que chaque personne qui a été témoin de violence comprenne que le silence fait d'elle un complice. Et quand on regarde les photos de Delphine, souriante, vivante, avec ses yeux bienveillants, on se demande involontairement: combien d'histoires comme celle-ci restent inédites? Combien de personnes disparaissent parce que quelqu'un a décidé qu'il avait le droit de disposer de leur vie? Nous avons l'habitude de penser que ce genre de choses se passe loin, chez les autres. Mais en réalité, elles se passent tout près. Dans la maison voisine, dans une rue familière, dans une famille qui semble parfaite. Cette histoire nous rappelle que tout ce qui semble calme n'est pas forcément sûr. Elle nous fait réfléchir à l'importance d'entendre à temps un appel à l'aide, même s'il s'agit d'un murmure. Parfois, il suffit simplement de demander « Ça va ?», pour sauver une vie. Lorsque l'enquête a pris fin et que le tribunal a rendu son verdict, tout semblait terminé. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle prise de conscience sociale, le début d'un changement. Car si une seule histoire peut faire réfléchir des centaines de milliers de personnes, cela signifie qu'elle a déjà changé le monde. Delphin n'est plus là, mais son nom restera un symbole. Le symbole de la fragilité de la vie humaine et de la force de l'esprit humain. Le symbole que tôt ou tard, la vérité finit par éclater, même après des années d'obscurité. Et si vous avez regardé ou lu jusqu'ici, ne passez pas à côté. Pensez à ceux qui, autour de vous, peuvent avoir peur. Soutenez ceux qui ont besoin d'aide. Parlez-en à vos amis, à vos proches, ne restez pas indifférents. Parfois, un simple geste d'attention peut sauver quelqu'un. Et maintenant, si vous n'êtes pas indifférent à ce genre d'histoire, si vous voulez que ces affaires ne tombent pas dans l'oubli, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez des articles qui rappellent que la vérité est importante, qu'il ne faut pas se taire face au mal. S'abonner, ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est apporter votre soutien à une cause qui aide à préserver la mémoire des personnes victimes de violences et d'injustice. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Pensez-vous que le verdict est juste? Ou pensez-vous qu'il est impossible de prouver la culpabilité sans le corps? Votre opinion est importante. Ce sont précisément les discussions et les échanges de points de vue qui aident la société à aller de l'avant. Partagez vos pensées, vos émotions. Ne laissez pas l'histoire de Delphine Jubillard tomber dans l'oubli. Chaque commentaire, chaque mot de soutien est un pas vers la prévention de telles tragédies. Pour qu'aucune femme, aucun être humain ne disparaisse sans laisser de traces à cause de la méchanceté ou de la peur de quelqu'un. Pour que chacun comprenne, la violence ne peut être cachée, la vérité ne disparaîtra pas, et le souvenir des victimes vivra dans les mots de ceux qui ne sont pas restés indifférents. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires où nous parlons d'événements réels, de personnes dont le destin nous rappelle à quel point la vie est fragile
et combien il est important de lutter pour la justice. Votre intérêt, votre activité, vos commentaires sont ce qui aide ces histoires et à être entendues plus fort. Car lorsque la société s'exprime, le mal perd de son pouvoir. L'histoire de Delphine n'est pas seulement le drame d'une famille. C'est une leçon pour nous tous, que son nom nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a de la place pour la lumière, que même à travers la douleur, on peut arriver à la vérité. Et la vérité, c'est ce pourquoi il vaut la peine de continuer à parler, à se souvenir et à agir. Chaque fois que nous entendons de telles histoires, quelque chose se passe en nous. Nous commençons à voir différemment les choses qui nous sont familières, la famille, les relations, la confiance. Delphine aurait pu être n'importe qui, notre voisine, notre collègue, notre amie. Son histoire n'est pas un drame lointain, c'est quelque chose qui peut arriver près de chez nous. C'est pourquoi il est si important de ne pas oublier, de ne pas passer à côté, de ne pas rester indifférent. Chaque récit de telle tragédie est l'occasion non seulement de se souvenir, mais aussi de prévenir. Peut-être que quelqu'un vit aujourd'hui comme elle a vécu, dans la peur, mais n'ose pas en parler. Peut-être que quelqu'un de votre entourage a le sentiment de perdre sa liberté, d'être opprimé par une force invisible, mais n'ose pas demander de l'aide. Il est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que cette histoire soit un rappel que le silence peut cacher des cris, que les sourires cachent parfois de la douleur. Et si au moins une personne, après avoir entendu l'histoire de Delphine, décide de choisir la liberté et la protection, alors sa vie, même après une fin tragique, n'aura pas été vaine. N'oubliez donc pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Que la vérité résonne plus fort. Que la mémoire de Delphine Jubilier reste vivante, aidant les autres à trouver la force et le salut. 20 septembre 2025. L'aéroport de Bangkok est rempli de l'agitation habituelle des touristes qui se précipitent dans différentes directions. Parmi eux se trouve une jeune femme mince, aux longs cheveux blonds, au regard assuré, et à la valise qui ne contient pas seulement des affaires, mais aussi le rêve d'une nouvelle vie. Elle s'appelle Vera Kravtsova. Originaire de Biélorussie, cette chanteuse et artiste qui brillait autrefois sur scène et participait à des émissions musicales a maintenant décidé de se lancer à la recherche d'elle-même à l'étranger. Elle sourit, prend des photos de l'aéroport, écrit à ses amis qu'un nouvel emploi et un nouvel avenir l'attendent. Son billet est pour Yangon, la capitale du Myanmar. Elle croit que c'est un pas de plus vers le succès. Mais personne ne savait alors que ce serait la dernière étape connue de son voyage. Vera a toujours rêvé d'une vie brillante. Enfant, elle chantait à l'école de musique, participait à des concours, était active et déterminée. Après avoir quitté la Biélorussie pour la Russie, puis l'Asie, elle s'est essayée à différentes professions. Mannequin, chanteuse, hôtesse, animatrice, promotrice. Ses amis disaient que Vera ne pouvait pas rester en place. Elle était attirée par la nouveauté, l'inconnu. Elle agissait souvent de manière spontanée, convaincue que le destin l'amènerait vers un avenir radieux. Et puis, à l'automne 2025, elle a décidé d'accepter une offre alléchante, un travail de mannequin en Thaïlande. Un salaire élevé, le logement, tout était pris en charge, aucun risque. C'est ce qu'on lui avait dit, c'est ce qu'elle pensait. Mais derrière ces belles paroles se cachait quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. À Bangkok, quelque chose a mal tourné. Le tournage n'a pas commencé, personne ne lui a montré le contrat. Tout semblait flou. Plus tard, il s'est avéré que la jeune fille avait été transportée de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Là, derrière la ligne de contrôle, un monde complètement différent commençait. Un monde où il n'y avait ni scène, ni musique, ni sourire, mais des gens contraints de travailler en captivité.
des gens qui avaient été attirés par des mensonges. Le 4 octobre, elle a cessé de donner de ses nouvelles. Son téléphone est resté silencieux. Ses parents ont commencé à s'inquiéter, ont essayé de l'appeler, mais en vain. Les messages n'étaient pas délivrés, les réseaux sociaux étaient figés. Quelques jours plus tard, la famille a reçu un message. Si vous voulez la retrouver vivante, payez $1,5 million. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Vera n'avait jamais eu affaire à de telles sommes. D'où venait cet argent? Qui avait écrit ce message? Pourquoi précisément ce montant? Personne ne répondait à ces questions. Puis les rumeurs ont commencé. Certains affirmaient que la jeune fille avait été tuée et que ses organes avaient été vendus au marché noir. D'autres disaient qu'elle était toujours en vie, mais qu'elle était retenue captive par un groupe criminel qui forçait les gens à travailler pour des escroqueries. Les versions étaient nombreuses, mais la vérité restait quelque part entre les lignes. Ses proches ne croyaient pas à sa mort. Ils espéraient qu'elle était simplement retenue de force, qu'il y avait une chance de la ramener à la maison. Les enquêteurs ont commencé leur enquête, d'abord en Thaïlande, puis à l'ambassade de Biélorussie. Vera Kravtsova a été officiellement déclarée disparue. Aucune preuve de sa mort, aucun corps, rien. Seulement une série de faits étranges, des traces de vol et un vide. Mais si l'on y regarde de plus près, l'histoire de Vera n'est pas unique. Ces dernières années, une nouvelle forme d'esclavage s'est répandue en Asie du Sud-Est. De jeunes filles et garçons d'Europe de l'Est, de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine et de Biélorussie sont attirés par des promesses d'emploi intéressants à l'étranger. On leur propose de devenir mannequins, chanteurs ou administrateurs. À leur arrivée, on leur confisque leur passeport et leur téléphone, puis on les oblige à travailler dans des centres d'escroquerie. Ce sont des endroits où des criminels organisent des escroqueries financières. Ils appellent des personnes dans différents pays, créent de faux sites web, les attirent dans des pièges amoureux et leur soutirent de l'argent. Tout cela rapporte des millions de dollars à ceux qui contrôlent le système, et les otages ne peuvent pas s'enfuir. Toute tentative de fuite est punie par des coups ou la mort. Il existe des preuves que dans certains camps, les filles sont retenues de force et utilisées comme appât pour des stratagèmes romantiques. Elles communiquent avec des hommes sur Internet, les convainquent d'envoyer de l'argent, leur racontent des histoires touchantes. Derrière tout cela se cache un système bien organisé avec des gardes, des surveillants et des objectifs de profit quotidien. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, elles sont battues. Parfois, elles sont maltraitées, parfois, elles disparaissent tout simplement. Personne ne sait où elles vont. Des rumeurs circulent selon lesquelles certaines seraient vendues pour leurs organes. En Asie, ce marché est florissant, en particulier là où les frontières légales sont floues. Lorsque l'information sur Vera a été divulguée dans les médias, le monde a été bouleversé. L'histoire de la chanteuse disparue, sans laisser de traces en Birmanie, a suscité une vague de discussions. Ces photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Une belle jeune fille souriante qui avait toute la vie devant elle. Les gens ont écrit des commentaires, exprimé leur sympathie, essayé d'aider. Mais il n'y avait personne à aider. Les autorités birmanes ne donnaient aucune réponse. La police thaïlandaise ne pouvait pas confirmer où elle se trouvait pour la dernière fois. Tout indiquait les zones frontalières, où le pouvoir n'appartient pas à l'État, mais à des armées privées et à des groupes criminels. Parmi ceux qui ont disparu dans cette région, on compte des dizaines de citoyens de différents pays. Beaucoup racontent qu'ils sont arrivés là-bas grâce à des annonces sur Telegram ou Instagram. On leur écrivait « Travail en Thaïlande, salaire stable, documents légaux ». Ils acceptaient, prenaient l'avion, puis se retrouvaient captifs. On leur a confisqué leur passeport, les promesses ont été oubliées et ces personnes sont devenues des marchandises.
Certaines ont été contraintes de se livrer à des activités frauduleuses en ligne, d'autres ont dû servir des criminels, d'autres encore ont tout simplement été tuées. Ces histoires sont rarement portées à la connaissance du grand public, car la plupart de ces personnes disparaissent tout simplement. Vera Kravtsova aurait pu être l'une d'entre elles. Son amie a raconté que la jeune fille avait souvent exprimé ses doutes quant à l'opportunité d'accepter. Elle savait qu'il y avait beaucoup de tromperies, mais elle a quand même pris le risque. Elle en avait assez de la pauvreté, disait son amie. Elle voulait au moins une fois avoir l'impression que la vie lui offrait une chance. Mais cette chance s'est transformée en piège. Les premières informations sur sa mort possible sont apparues près d'une semaine après sa disparition. Des inconnus ont contacté ses proches, affirmant que le corps de Vera avait été incinéré. Ils leur ont envoyé des photos de l'urne et des documents en chinois. Mais aucun de ces éléments n'a été officiellement confirmé. Personne n'a vu le corps, personne n'a procédé à une expertise. Il s'agissait peut-être d'une nouvelle tentative d'extorsion, ou peut-être que les traces du crime avaient été soigneusement effacées. Les diplomates biélorusses ont contacté leurs homologues thaïlandais et birmans, mais les deux parties ont répondu de manière évasive. Le Myanmar est actuellement en proie à des conflits armés. Une partie du pays est contrôlée par des rebelles et il est extrêmement difficile de s'y rendre. C'est précisément dans ces régions que se trouvent les camps où sont détenus les ressortissants étrangers. Il est presque impossible de s'y rendre sans escorte armée. L'histoire de Vera est devenue le symbole de toute une génération de jeunes filles en quête d'elles-mêmes dans un autre pays. Sa vie a connu des hauts et des bas. Elle a participé à des émissions de télévision, chanté, tenté de se lancer dans une carrière en Chine, rêvé d'ouvrir un bar. Elle a parfois pris des décisions risquées, vendu ses photos, accepté des propositions douteuses, mais elle croyait pouvoir changer son destin. Son énergie, son sourire et sa foi en un avenir meilleur étaient contagieux. Personne n'aurait pu imaginer que cette confiance et cette gentillesse l'amèneraient entre les mains de ceux qui traitent les gens comme des marchandises. Au cours des semaines qui ont suivi, ses proches ont fait appel à tous ceux qui pouvaient les aider. Ils ont écrit aux ambassades, contacté des blogueurs, des journalistes, des organisations publiques. Les gens ont commencé à recueillir des informations, à rechercher des témoins. Certains affirmaient avoir vu la jeune fille à Yangon en compagnie d'hommes asiatiques. D'autres écrivaient avoir entendu son nom parmi ceux qui travaillaient dans des centres d'escroquerie. Mais il n'y avait aucune preuve, seulement de l'espoir. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet selon lesquelles Vera serait peut-être en vie. Plusieurs sources indépendantes ont rapporté que l'une des Biélorusses disparues en Birmanie se trouvait dans un centre où des étrangers sont détenus. La jeune fille serait contrainte de travailler sur un ordinateur. Elle serait étroitement surveillée, mais elle serait toujours en vie, attendant toujours que quelqu'un la retrouve. Ces informations n'ont pas encore été confirmées, mais elles donnent de l'espoir à ceux qui y croient. Peut-être que Vera est vraiment en vie. Peut-être qu'elle se trouve, comme des centaines d'autres, derrière des barbelés, entourée de gardes et d'ordinateurs, obligée d'écrire les histoires d'autres personnes pour soutirer de l'argent à des utilisateurs crédules. Et peut-être qu'à ce moment précis, elle rêve que quelqu'un se souvienne d'elle et trouve un moyen de la sortir de là. Toute cette histoire met à nu la terrible réalité du monde moderne. L'ère de la technologie, des vols rapides et des réseaux sociaux, mais aussi l'ère de nouvelles formes d'esclavage. Les gens ne sont pas vendus sur les marchés, mais via des annonces sur Internet. Ils ne sont pas kidnappés dans la rue, mais dans les aéroports, alors qu'ils pensent prendre un vol pour aller travailler. Ils ne sont pas contraints de travailler dans les mines, mais devant des ordinateurs. Et tout cela se passe discrètement, pendant que le monde est occupé par son actualité. La famille de Vera poursuit son combat. Ils ne croient pas que leur fille soit morte. Ils exigent une enquête, s'adressent à des organisations internationales,
tente d'attirer l'attention sur le problème de la traite des êtres humains. Mais la réalité est cruelle. Tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'affaires. Officiellement, elle est portée disparue. Dans un pays où la loi est faible et où les frontières sont gangrenées par la corruption, les chances d'obtenir la vérité sont minimes. Cependant, de nouvelles traces apparaissent de temps à autre. Dans différentes régions d'Asie, on trouve des femmes d'Europe de l'Est qui sont sauvées des centres d'esclavage. Elles racontent toutes des histoires similaires. Promesses d'emploi, vol en avion, confiscation des documents, violence, travail forcé. Certaines rentrent chez elles après quelques mois, d'autres après plusieurs années. Et chaque fois qu'une nouvelle rescapée apparaît, les proches de Vera se demandent « et si elle était parmi elles ?» On pourrait penser que de telles histoires ne devraient pas exister au XXIe siècle. Mais elles existent. Et tant qu'il y aura une demande de main-d'œuvre bon marché et que les gens voudront croire à l'argent facile, de telles histoires se répéteront. Chaque jeune fille disparue nous rappelle que le mal n'a pas disparu. Il est simplement devenu plus sophistiqué. Si l'on pouvait remonter le temps, Vera ne serait peut-être pas montée dans cet avion. Mais le destin ne connaît pas le conditionnel. Son histoire est un avertissement. Pour ceux qui rêvent d'argent facile, pour ceux qui cherchent des solutions de facilité, pour ceux qui croient qu'une vie meilleure les attend quelque part. Parfois, les belles paroles cachent un gouffre, et une fois le pas franchi, il est impossible de revenir en arrière. Aujourd'hui, le nom de Vera Kravtsova est devenu le symbole de la lutte pour la vérité. Ses photos, son sourire, ses chansons sont restées sur Internet. Ses parents attendent toujours son retour, espérant que tout cela ne soit qu'une terrible erreur. Et si ce n'est pas le cas, ils veulent au moins connaître la vérité. Qui, comment et pourquoi a privé leur fille de son avenir. Chaque jour, au réveil, ils regardent leur téléphone dans l'espoir d'y trouver un message. Chaque nouvelle information concernant des jeunes filles sauvées leur redonne un peu d'espoir. Ils ne baissent pas les bras, et c'est peut-être cela le plus effrayant et le plus beau dans cette histoire. L'espoir qui ne meurt pas, malgré tout. L'histoire de Vera est le reflet du monde dans lequel nous vivons. Un monde où l'on peut disparaître en un jour, simplement en croyant à un beau conte de fées. Un monde où les criminels ont appris à exploiter les rêves, mais c'est aussi une histoire d'amour, de foi et de douleur qui ne s'éteint pas. La conclusion de cette histoire laisse un goût amer. Elle semble coincée quelque part entre l'espoir et l'horreur, car tant qu'il n'y a ni corps ni confirmation officielle du décès, il reste une infime chance que Vera soit en vie. Que quelque part, entre les murs grillagés, les écrans et les gardes, elle se bat toujours, attendant toujours le moment où on l'entendra. Mais même si le destin s'est avéré impitoyable, son histoire ne disparaîtra pas. Elle est devenue un rappel, un appel à l'aide pour des milliers d'autres personnes qui sont sur le point de commettre la même erreur. De telles histoires se terminent rarement bien. Trop d'énergie est consacrée à la recherche. Trop peu de chances que les structures étatiques puissent vaincre la corruption et les frontières. Mais il y a quelque chose qui ne peut être enlevé, la mémoire. Quand on continue à parler d'une personne, sa vie ne s'arrête pas. Quand d'autres tirent les leçons de son exemple, même la tragédie la plus sombre prend un sens. Le destin de Vera Kravtsova n'est pas seulement une actualité, c'est le reflet d'une époque où une personne peut être achetée, transférée et disparaître sans laisser de traces. Et tandis que certains pensent croire que cela n'arrive que dans les films, où les scénaristes exagèrent, des filles comme Vera disparaissent chaque jour. Quelque part dans les aéroports, les gares, les appartements d'inconnus, et personne ne sait combien d'autres destins se perdront dans l'ombre de belles promesses. Personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé les jours où Vera a franchi la frontière. Peut-être a-t-elle vraiment été forcée de travailler dans l'un de ces centres d'arnaque. Peut-être a-t-elle tenté de s'échapper.
ou peut-être que tout s'est passé de manière encore plus terrible qu'on ne peut l'imaginer. Mais quelle que soit la version, elle est devenue le symbole de la facilité avec laquelle on peut perdre sa liberté en croyant ceux qui promettent un chemin facile vers le succès. Le monde dans lequel nous vivons est plein de pièges. Les escrocs ont appris à exploiter la confiance, les rêves et le désir d'une vie meilleure. Ils manipulent l'espoir, le transformant en arme. Et chaque fois que quelqu'un signe un contrat douteux, répond à une annonce alléchante, accepte de partir à l'étranger sans vérification, quelqu'un d'autre est déjà en train d'écrire pour lui un scénario où le rôle principal est celui d'une victime. L'histoire de Vera Kravtsova est un avertissement, mais pas un jugement. Elle nous dit « Ne croyez pas sur parole, vérifiez, posez des questions, doutez. Mieux vaut refuser 100 fois une opportunité douteuse que faire une fois un pas dont on ne peut revenir. » Pour les parents de Vera, chaque jour est une attente. Ils apprennent à vivre entre espoir et désespoir. Pour eux, chaque appel téléphonique est soit une lueur d'espoir, soit un nouveau coup dur. Mais malgré tout, ils ne perdent pas la foi. Et c'est peut-être cette foi qui distingue l'être humain d'un monde sans âme. Lorsque nous lisons de telles histoires, nous nous sentons souvent impuissants. Il semble que rien ne puisse changer, mais ce n'est pas vrai. Chaque mot diffusé, chaque récit, chaque personne qui réfléchira désormais à 2 fois avant de se fier à une proposition fortuite, c'est déjà un pas en avant. Un pas vers la prévention de tels événements. Vera voulait vivre pleinement. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour ses chansons, son sourire, la lumière dans ses yeux. Et même si son nom est désormais associé à la douleur dans les médias, il reste porteur de vie. Car son rêve n'est pas mort, il a simplement changé. Il vit désormais comme un rappel. Il ne faut pas fermer les yeux sur le danger. Chaque fois que nous voyons des informations sur des personnes disparues, il est important de se rappeler que derrière chaque nom se cache une personne qui avait une famille, des amis, des rêves, de petites joies. Ces personnes ne sont pas des statistiques. Elles sont le reflet de nous-mêmes. Et tant que nous ressentons de la douleur pour elles, tant que nous ne sommes pas indifférents, nous avons encore une chance de changer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Si vous écoutez cette histoire, gardez-la simplement à l'esprit. Souvenez-vous qu'il est facile de se perdre quand on croit aux solutions de facilité. Prenez soin de vous, de vos proches. Ne faites pas aveuglément confiance aux promesses des étrangers. Vérifiez toutes les informations, surtout lorsqu'il s'agit de travailler à l'étranger. Laissez toujours à quelqu'un des copies de vos documents, itinéraires et contacts. Cela peut sauver des vies. Et que l'histoire de Vera Kravtsova soit la dernière tragédie de ce genre. Que son nom devienne le symbole de la lutte pour la vérité, pour la sécurité, pour la vie. Car personne ne devrait disparaître simplement parce qu'il a cru à un beau rêve. Souvenez-vous d'elle. Parlez-en aux autres. Que chacun sache que derrière les mots « travail à l'étranger » peut se cacher l'enfer. Ce n'est qu'ensemble, lorsque nous cesserons d'être indifférents, que nous pourrons mettre fin à ce cauchemar. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, merci. Ne passez pas à côté. Soutenez ceux qui recherchent leurs proches. Partagez vos histoires, ne restez pas silencieux. Chaque mot est une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires où nous parlons de la vérité, aussi amère soit-elle. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et n'oubliez pas, même un seul mot de votre part peut donner de l'espoir à ceux qui le perdent actuellement.